Mais je me présente pour les quelques personnes que je n'ai jamais vues encore. Aude Belzile, je suis directrice des activités philanthropiques à la Fondation. Puis, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue aux récidivistes. On est toujours content de vous voir. Puis, bienvenue aux nouveaux, parce qu'on aime ça, voir des nouveaux visages aussi. Ça nourrit les discussions, puis c'est toujours passionnant. Donc, deuxième atelier de cette série sur la gestion philanthropique. Un sujet qui, évidemment, on n'est pas surpris de voir actuellement qu'il y a beaucoup d'intérêt, donc il y a beaucoup de participants à chacun des ateliers. Il ne faut pas se le cacher, hein, on est dans une période particulière où tout le monde se pose des questions sur les relations avec les donateurs, sur sa capacité d'aller chercher du financement, de le renouveler, de le développer. Philanthropie 3.0, d'où ça vient? Mais ça vient de vous. Vous le savez, ceux qui participent souvent à la fin de chaque saison Philagora, il y a un sondage qui vous est partagé, puis on se sert de ce que vous nous témoignez comme besoin, comme intérêt pour monter la prochaine saison. Et à quelques reprises, des participants ont mentionné qu'ils voulaient parler de Philanthropie 3.0. Bien candidement, je dois vous dire que lorsqu'on a pris connaissance du sondage, bien, on s'est dit, c'est quoi ça, la philanthropie 3.0? Vous le savez, on n'est pas des spécialistes de tous les sujets qu'on aborde pendant les ateliers. Au contraire, nous, on est davantage des autres, puis notre rôle, c'est d'essayer de trouver des gens intéressants pour aborder ces sujets-là. Et on s'est dit, à qui pourrions-nous parler de ça pour s'informer? Puis on a pensé à Danielle. Danielle, qui est l'une des personnes les plus passionnées de gestion philanthropique que l'on connaisse, puis qu'on a eu le privilège de côtoyer là, dans diverses parties de son parcours, mais plus particulièrement là, lors de son passage, comme il mentionnait, à la cohorte. Donc, on l'a appelé, on a eu une conversation fort intéressante sur tout ce débat-là. Qu'est-ce qui va nous sauver? Est-ce que c'est la technologie, les nouvelles façons de faire ou c'est les relations humaines? Donc, on l'a invité à venir discuter de tout ça avec vous. Je vais le laisser se présenter de façon plus détaillée. J'ai vu qu'il y avait une slide dans sa présentation sur ça, puis il va le faire beaucoup mieux que moi. Donc, sans plus tarder, Daniel, je te cède la parole. Merci beaucoup, Aude. Merci. Je pourrais dire merci à la Fondation Gilles Bombardier pour un tas de choses, mais merci notamment pour cette invitation-là aujourd'hui. C'est un très, très grand privilège, puis c'est aussi extrêmement gênant parce que j'arrête pas de regarder la liste des participants et je connais beaucoup trop de noms là-dedans, donc ça, c'est un peu plus stressant. Mais merci à tous d'être là ce matin. Je vais commencer à partager mon écran de façon beaucoup plus à droite que la première fois que je l'ai fait là, dans mes cours. Alors, ben, la philanthropie 3.0, mythe ou réalité, on va en parler. Mais bien que je vous remercie la Fondation Gérard Bombardier, il y a un autre merci à faire qui pour moi fait énormément de sens. Maintenant, plus que jamais. Alors, je m'inspire de la reconnaissance territoriale des fondations philanthropiques du Canada. À date, c'est pas mal ma préférée. Et elle s'adapte très, très bien dans un contexte où, en ce moment, on est quand même plusieurs participants à venir de différents lieux, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada, l'île de la Tortue. Alors, voici donc, nous aimerions évidemment commencer par reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue qu'on appelle maintenant le Canada, où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire non cédé, et nous espérons un avenir plus juste ensemble. Alors, je pense que ce qu'on voit depuis les dernières semaines, l'attention nécessaire qui est portée aux différents enjeux des différentes nations et peuples autochtones est nécessaire. Alors, la reconnaissance territoriale fait du sens maintenant plus que jamais. Aude le disait, j'ai une slide qui me présente. Évidemment, je ne vous la lirai pas ligne par ligne parce que je ne considère pas que c'est extrêmement intéressant. Je suis consultant en philanthropie en ressources humaines pour le cabinet de BNP Performance Philanthropique. Je suis également chargé de cours au certificat en gestion philanthropique. Alors, bonjour à toutes mes étudiantes et étudiants qui sont là ce matin. J'en ai vu quelques-uns. Et je suis également président désigné de l'Association des professionnels en philanthropie, section du Québec.
Le reste, je vous le laisse lire si jamais ça vous intéresse. Retenez là, globalement, évidemment, ce que je fais en ce moment. Et à travers tout ça, je suis en train de compléter ma certification comme administrateur de société certifié du Collège des administrateurs de société. C'est mon nouveau petit plaisir à venir. Alors voilà ce qui occupe ma vie d'ici là. Juste pour vous dire, cette présentation-là, je vais vous en parler un petit peu plus tard là, dans les points techniques, mais vous en avoir une copie. L'enregistrement également sera disponible, donc pas besoin de faire là, une vingtaine de print screens à travers tout ça. Aude l'a mentionné, la collecte de fonds, bien évidemment, comme tous les secteurs économiques et tous les secteurs au Canada, c'est clair qu'il y a des impacts avec la pandémie. Évidemment, on ne s'en sauve pas. Lorsque vient de tels impacts, il est nécessaire, je crois, de faire des bilans, de revoir nos pratiques, de se remettre en question et de se dire bien, comment on va rebondir pour notre financement. Et vous voyez, cet été, on parlait de rebondir, et là, on est déjà revenu à l'automne, il faut encore rebondir. Donc, on dirait qu'on navigue sur un ressort, là, ce qui peut devenir un peu lassant. Alors, on va essayer quand même de se trouver des pistes aujourd'hui, ou du moins d'initier une réflexion plutôt que d'arriver avec des options là, tout cuites dans le bec. Je pense que c'est un peu plus l'essentiel de la rencontre. Donc, virage numérique, blockchain, mutualisation, l'évolution des donateurs, notre transformation. Bien, pour moi, c'est quelques aspects, effectivement, et ce ne sont pas tous les aspects qu'on doit considérer pour passer en philanthropie 3.0. Je vous reviendrai plus tard sur ce que moi je retiens de la philanthropie 3.0. Évidemment, ça restera une définition bien personnelle. Mais au-delà de tout ça, il y a deux choses pour moi qui sont extrêmement importantes parce que notre secteur demeure fragile, fragile en termes de financement, fragile en termes de confiance, puis en termes de lunettes, là, parfois qui est portée sur notre secteur. Puis bon, vous en avez vu passer là, différents articles et différentes opinions par rapport au secteur philanthropique. Donc, il y a quand même une certaine fragilité qui était déjà là. Si on rajoute le contexte de la COVID, on n'est pas dans le contexte le plus évident. Mais tout ça va peut-être nous ramener à l'essentiel. Et pour moi, c'est probablement ça, la philanthropie 3.0, c'est de revenir au rapport humain. Alors, je ne reviendrai pas sur les objectifs de la session parce qu'ils sont quand même assez bien énoncés. Là. Aude aussi le fait en préambule. Donc, on va vraiment se donner ce temps-là aujourd'hui. Puis je pense que c'est important de le faire, de se donner ce temps d'arrêt-là aujourd'hui. Voilà. Pour le déroulement de la session, pour que ce soit le plus efficace possible, je vous invite, il y a toujours une boîte, une boîte de chat, je pense qu'il n'y en a pas une boîte qui s'appelle Q&A. Donc, si vous avez des questions en cours de présentation, vraiment écrivez-les à ces moments-là. À chaque transition de section, je prendrai un temps pour vérifier s'il y a des questions. Je remercie à l'avance les gens de la Fondation là, qui feront un petit travail là, de regarder tout ça et de me soumettre là, celles qui seront les plus pertinentes. Sinon, à la toute fin, on va se garder une période également pour répondre aux questions que je n'aurai pas eu le temps de répondre durant la présentation. Comme je l'ai dit, d'un point de vue plus technique, pratico-pratique, vous allez évidemment avoir accès à tout ce qu'on a vu aujourd'hui si jamais vous avez perdu une seconde d'attention à travers tout ça. Le contexte de la philanthropie 3.0, j'ai envie de vous dire qu'on est pas loin de la fake news en ayant pris ça le contexte 3.0. Parce que 3.0, on peut penser à l'intelligence artificielle, au virage vers la transformation numérique, blockchain, crypto-monnaie. Et quand je dis que c'est un peu de la fake news, c'est parce que, bon, tout ça, oubliez ça ce matin, ce n'est pas des données que je vais aborder dans le cadre de cette présentation-là. On va plutôt revenir sur l'évolution des donateurs. Et je vais prendre le temps de m'attarder un peu à chacun de ces termes-là. Parce que nos donateurs ont évolué dans les dernières années. Ils ont évolué, pourquoi? Parce qu'ils sont plus curieux. La curiosité, c'est fantastique, je crois, mais la curiosité amène évidemment une nécessité de reddition de comptes. Alors ça, c'est un élément qui est très important à aborder à travers l'évolution des donateurs. La culture philanthropique aussi évolue à travers le temps. C'est extrêmement évident. Donc, nous, on est évidemment dans une sous-culture canadienne, notre propre culture québécoise. On peut même dire notre propre culture québécoise francophone qui vient évidemment se dissocier des allophones et des communautés anglo-saxonnes à travers le pays, puis même la province. Donc, ça, c'est notre contexte à nous. Et c'est ce qui fait en sorte que notre philanthropie 3.0 a évolué très rapidement et se met en place en ce moment très rapidement, mais dans un contexte qui n'est évidemment pas le même qu'ailleurs, au pays ou au Canada, ou de façon plus globale, c'est-à-dire. Par contre, on navigue tous à travers le même secteur économique lorsqu'on parle avec des bailleurs de fonds, avec des entreprises donatrices. Donc, il y a une autre culture qui doit s'arrimer à une culture qui est un peu plus large, une autre sous-culture là, qui est celle finalement des acteurs philanthropiques, ceux qui investissent et qui deviennent des partenaires. Je pense que la philanthropie 3.0 devra s'attarder plus que jamais à notre relation,
nos relations avec les donateurs. Je m'explique. On ne prend pas nos donateurs pour acquis. Je pense qu'il n'y a aucune organisation qui le fait. Je le souhaite ardemment. Les donateurs sont évidemment pas acquis, sont pas faciles à aller chercher, sont encore moins faciles à conserver au fil du temps. Et donc, ces relations-là, je vais vous amener sur différentes pistes de questions un peu plus tard. Mais il faut se poser la question, quel genre de relation on entretient avec lui? Est-ce qu'on est juste dans une relation commerciale? Je t'offre une opportunité de don et toi, ben, tu m'offres ton don. Et donc, on est dans un transactionnel ou est-ce qu'on est vraiment dans une réelle relation sincère où tout ça vient croître avec le temps? Alors, on va travailler beaucoup sur cette relation-là, je pense, plus que jamais en ce moment. C'est aussi l'opportunité de revenir à notre mission. Quand je parle d'un retour à mission, je ne parle pas de faire des demandes de financement qui sont propres uniquement à la mission et non à des projets, là, juste pour le clarifier. Le retour à la mission, c'est vraiment de prendre ce temps d'arrêt-là. Et on va vraiment revenir et se dire, ben, c'est quoi notre mission? À quoi on sert? Comment on est pertinent? Est-ce qu'on est encore pertinent? Et de se poser des questions aussi sur notre vision. Quel est notre but ultime comme organisation? Est-ce que c'est de se dire que dans 20 ans, on n'existe plus parce qu'on a réglé le problème? Ou c'est de se dire qu'on va être en mode diachylon parce qu'on ne réglera jamais le problème, mais au moins on peut limiter l'hémorragie? Donc, vraiment de se recentrer sur sa mission, je vous dirais, c'est un grand danger, des fois, de quitter notre mission, de s'en aller dans différents projets, différentes initiatives pour refléter certaines ambitions de certains dirigeants ou de certains donateurs même, mais il faut vraiment revenir à l'essentiel. La mutualisation, vous allez me dire, c'est rien de nouveau en philanthropie 3.0. Je vous dirais non, c'est effectivement pas nouveau en philanthropie 3.0, mais on va le voir de plus en plus maintenant. On en a parlé, ça fait quand même, moi je pense que ça fait déjà quand même 2-3 ans que j'en entends parler de mutualisation. Mutualisation, là, c'est mettre en commun des ressources. Si on va à la définition, là, si vous allez dans la définition, ça veut dire mutualisation, c'est l'action de mutualiser. Si vous allez à mutualiser, ça va vous dire, c'est de mettre en commun des ressources. La mutualisation peut se vivre, c'est un spectre. Donc, on peut vraiment rentrer dans la mutualisation et se dire, on est deux organismes, on est tous à la recherche d'un local, pourquoi on ne prendrait pas ensemble le même local? On partage les frais fixes, on partage peut-être le salaire de la personne à la réception. Donc déjà, on commence à réduire nos charges fixes, nos postes de dépenses qui généralement sont assez stables. Donc, on réduit ça et on concentre un peu plus d'argent à sa mission aux différents projets. Donc, ça, je dirais, c'est l'embryon de la mutualisation. C'est déjà pas évident à l'actualiser et à le faire vivre. À l'autre bout complètement du barème de mutualisation, on va peut-être aborder la nécessité de s'en aller vers une fusion d'organismes. Et vous allez voir pourquoi dans les chiffres que je vais vous présenter. Je suis très content parce que j'ai vu une question passer, je pense, dans le chat, à dire, on parle de la 3.0, mais je n'ai pas vu la 2.0 et là, je reconnais mes étudiants. Alors, on va repasser ça à 1.0, la 2.0, puis on va arriver à 3.0. La philanthropie 1.0, vous n'avez tous entendu parler, dépendamment de votre âge, vous l'avez vécu, expérimenté vous-même. On vient vraiment là, et puis bon, je vais prendre l'exemple du christianisme, le catholicisme là, et tout ça. On est vraiment dans une philanthropie où on donne pas nécessairement parce que ça nous tente puis que c'est désintéressé, on donne par devoir. On a de l'argent, on a un devoir d'aider notre communauté, on a un devoir d'aider notre prochain, un peu à la Robin des Bois, de s'envoler aux autres, mais vraiment de répartir cette richesse-là. C'était une notion de devoir parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, être riche, ce n'était pas nécessairement valorisé. Hein? Donc, ceux qui étaient bien nantis avaient ce devoir-là. Et c'est un devoir aussi de bon chrétien, de partager avec la paroisse. Donc, vous savez, là, quand le panier passe dans les allées, quand il y a la dîme, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Donc, à ces moments-là, il y avait une question de devoir et le faire. Et la charité, on était vraiment dans une transaction où on voulait aussi s'acheter bonne conscience. Hein? On voulait avoir une belle place en montant l'escalier pour aller voir Saint-Pierre. On voulait avoir une bonne place dans l'Église. On voulait être bien vu comme bon paroissien. Il y avait toute cette notion-là, puis elle se transpose aussi dans les autres religions. Là. Il y avait toute cette notion-là de dire, on donne parce qu'on nous le demande et on doit le faire, et on le fait sous une forme de charité. Et donc, c'est un terme qu'on entend un peu moins. On l'entend quand on parle d'organisme de charité au lieu de parler d'organisme de bienfaisance, mais la charité, là, et le bon devoir de s'acheter une place au ciel, on commence à le relayer un peu aux oubliettes et c'est tant mieux. L'impact de cette évolution-là, de cette transformation de la philanthropie-là, c'est fait quand même de façon assez rapide. Si on le regarde d'un point de vue macro-historique, là, au Québec, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a quitté la charité, le devoir, puis l'emprise de l'Église par rapport à l'ensemble de nos décisions, autant étatiques que personnelles. Alors là, on est vraiment arrivé dans se dire,
la philanthropie va devenir un acteur de changement. C'est-à-dire que ce qui se passe maintenant, ce qui ne fait pas de sens pour certains groupes, certaines communautés, on va essayer de devenir l'acteur de changement pour les amener ailleurs. C'est un peu le rôle que s'était donné la philanthropie et c'est encore le rôle qu'elle se donne. Hein. Le 2.0 n'est pas très loin du 3.0. Et on a commencé à parler d'impact. On a galvaudé le terme impact comme jamais. Il faut que nos projets aient de l'impact. Il faut être capable de mesurer l'impact. Il faut être capable de revenir et de dire que ce qu'on fait, là, ça change les vies et comment ça les change. Donc, vous avez peut-être fait un don à un organisme, faites un don, ça vous dit, bien, merci pour votre don. Ce don-là va générer tant de déjeuners à tant d'élèves demain matin. Merci pour votre don de sang. Tel don de sang vient générer va aider tant de receveurs. Donc, vous voyez, on a déjà commencé à parler de l'impact. Pourquoi? Ben, pour deux raisons essentiellement. La première, ben, les bailleurs de fonds voulaient travailler davantage sur cette réduction de compte-là, avoir un peu plus d'informations sur dire, ben, nous, on est content de soutenir les organismes, mais on veut être sûr qu'on utilise efficacement notre argent et les fonds et qu'il y ait un impact. Fait que ça, c'est une chose. Puis de l'autre côté, ben, il y a le donateur qui dit, ben, moi aussi, je donne évidemment pas nécessairement la même hauteur, mais je veux être sûr que ce que je vous donne va avoir un impact. Et c'est là qu'est arrivée cette friction-là, à se dire, ben, les frais administratifs, ça ne donne pas bien d'impact. Je n'adhère pas du tout à ce raisonnement-là, je vous rassure, mais ça a amené ça. Ça a amené le fait que dire que de soutenir la mission, bien là, soutenir la mission, ça équivaut à soutenir des salaires, et peut-être que ces salaires-là sont trop payés. Ça a amené donc une lunette pas bien le fun, je vous dirais, pour les organismes de bienfaisance et les OBNL de façon très large. Mais donc, la notion d'impact, elle a amené une nécessité, une importance de reddition de comptes. Malheureusement, je vous dirais que la mesure dans Philanthropie 2.0 n'était pas très, très bonne de l'impact. Hein. Le mesurer, là, le quantifier, ce n'est pas évident. Elle a amené une lunette un peu moins rose par rapport à tout le reste. Il faut quand même payer, puis je veux dire, il faut que l'achat opère pour être capable d'avoir de l'impact. Et ça l'a amené une forme de début de storytelling à travers tout ça. Donc, on s'est dit, ben, voici l'impact. Quand on va faire notre lettre de sollicitation, on ne va pas juste dire, comme à l'époque, ben, donnez-nous, on s'en occupera comme du monde. On va plutôt dire, ben, si vous nous donnez, vous allez changer la vie de bénéficiaires comme Joanne qui a eu le cancer, et voici l'ensemble des traitements qu'elle peut avoir grâce à la Fondation. Soutenez la prochaine Joanne. Donc, vous voyez un peu, là, tout ça, ça s'est amené vers une autre évolution. Et finalement, la philanthropie 3.0. Là, on est dans la culture de l'impact. L'impact passe à un prochain niveau. Maintenant, on mesure notre impact. On en fait une réduction de compte à nos bailleurs de fonds, mais aussi dans notre rapport d'activité. Donc, on est vraiment rendu à un autre stade. L'impact se vit à différents moments et on est capable, en tout cas, bref, on devrait être de plus en plus capable de démontrer que ce qu'on appelle le overhead, les frais administratifs, bien aussi rentrent dans l'impact. Parce qu'évidemment, en allant chercher les meilleurs talents, bon, on va chercher plus de donateurs. Plus de donateurs veut dire, bon, évidemment, plus de notoriété, plus de donateurs organiques et ultimement, bien évidemment, plus d'impact à travers tout ça. Donc, il faut aider le donateur et les watchdogs à faire ce chemin-là qui n'est pas nécessairement évident parce qu'on leur a permis d'avoir cette méfiance-là à un certain moment. C'est aussi un retour à l'essentiel. Le retour à l'essentiel, c'est-à-dire ben, à quoi on sert, comme je dis tantôt, là, de revenir sur la mission. À quoi on sert? Qu'est-ce qu'on veut faire demain? Qu'est-ce qu'on va faire après-demain? Et qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on a atteint notre mission? Et qu'on on a atteint aussi notre vision par rapport à tout ça. On la perd de vue. Souvent, la vision accumule de la poussière à quelque part dans un document là, pour un guide de bienvenue aux administrateurs et on l'oublie. La vision doit être réactualisée de notre organisation pour que vous démontriez en tout temps, pandémie ou pas pandémie, que votre cause est la plus importante et que votre cause mérite toute l'attention, peu importe les contre-coups qu'on vit en ce moment. Et ça, je vous dirais que c'était un genre de piège pendant la pandémie. On a vu quelques organismes qui sont complètement effacés, probablement pour des raisons tout à fait légitimes, mais qui sont complètement effacés. On dit, ben, écoute, on va mettre tout ça sur pause, puis on reprendra quand la COVID aura fini. Je ne veux pas être pessimiste, mais la COVID ne finira pas demain matin. Là. Éventuellement, peut-être qu'on va juste devoir apprendre à vivre avec. Mais en prenant cette pause-là, en démontrant que vous n'êtes peut-être pas essentiel en tout temps, parce qu'il y a des choses plus graves qui peuvent arriver, ben, vous dites à votre donateur, finalement, tout le temps où ça allait bien, je te disais que j'étais la cause qu'il fallait que tu soutiennes. Puis là, tout à coup, il se passe quelque chose dans la vie. Et là, tu n'es plus la cause que tu dois soutenir. Donc, vous allez perdre ces donateurs-là si vous ne revenez pas à l'essentiel, vous ne leur démontrez pas. Vous l'avez peut-être vu il y a 1 ou 2 semaines, il y avait un article là, par différents organismes pour le cancer qui disait que le cancer n'a pas pris de pause malgré la COVID. Bien, c'est la même chose, les banques alimentaires n'ont pas pris de pause, l'itinérance n'a pas pris de pause, mais aussi d'autres causes où on ressent peut-être moins le sentiment d'urgence de démontrer que celles-là non plus n'ont pas pris de pause. Et la mutualisation,
qu'on a commencé à parler, hein, philanthropie 2.0, ben là, elle va s'actualiser, cette mutualisation-là. On la voit de plus en plus. Euh, on la voit de plus en plus. C'est dommage parce que la mutualisation, c'est le fun quand ça tente à tout le monde de se mutualiser, hein. Quand on se dit, ah, ben, tu sais, ça va bien, mais peut-être que ça pourrait aller mieux. On pourrait peut-être regarder tel organisme. J'aime beaucoup leur culture, j'aime beaucoup leurs gens. Notre conseil d'administration, c'est pas évident de recruter. Il y en a un fort. Peut-être qu'on pourrait mettre tous ensemble et éventuellement, peut-être même se rendre jusqu'à une fusion. Donc, je dirais, c'est le meilleur des contextes de mutualisation. C'est quand tout le monde a le goût de le faire. Malheureusement, ce qu'on est en train de voir en ce moment et pour de plus en plus d'organismes, ben, c'est une mutualisation forcée de se dire, ben, écoutez, on n'a plus de sous, notre cash flow n'est pas bon. Si on disparaît, c'est un bris de service. C'est un bris de service à la population qui ne sera pas repris. Alors là, on se cherche désespérément un conseil d'administration qui voudra bien nous inclure dans sa mission et qui voudra bien peut-être sauver un peu de salariat à travers tout ça. Donc, la mutualisation elle va malheureusement s'actualiser peut-être un peu rapidement, plus rapidement qu'elle aurait dû l'être de façon naturelle. Au grand plaisir de certains, probablement certains donateurs, puis au grand déplaisir de peut-être certains usagers à travers tout ça. Donc, il n'y a rien de tout noir, tout blanc par rapport à ça. Donc, ça, et je sais que je vais revenir souvent sur ce que je dis à différents éléments. Ça reste ma vision bien personnelle de ce qu'est la philanthropie 3.0. Pour moi, le numérique, tout ça, c'est de la transformation organisationnelle qui, évidemment, suit son cours. Là. On arrive tous en 2020. C'est pas ce qui va mettre de l'avant ou ce qui va transformer ou positionner notre philanthropie de demain. Ça sera des outils auxquels on n'a pas le choix d'adhérer parce qu'ainsi va la vie. Mais ce qui va probablement, selon moi, nous distinguer, bien, ce sera tout le temps qu'on investira dans nos relations. Vous les avez déjà vus, ces chiffres-là, plein de fois. Les chiffres d'Imagine Canada, c'est quoi le secteur? 170 000 au BNL, 85 000 au BE. OBE, organisme de bienfaisance enregistré là, pour les moins initiés. Donc, la différence, c'est que l'OBE peut émettre des reçus de dons d'impôts, hein, ce qu'un OBNL ne peut pas probablement dire s'ils n'ont pas ce statut-là. 2,4 millions de salariés, 8 de PIB. Grosso modo, c'est des secteurs, si on les regarde en termes financiers, là, froid, dur, qui ont plus d'impact que le secteur des pêches, de l'agriculture et même le secteur minier. C'est pas rien comme impact au Canada. Sauf que pendant, les chiffres sont un peu moins roses, je vais vous dire. 36 de mise à pied temporaire. Le petit astérix, là, je vous dis tout de suite, c'est quoi? C'est qu'une mise à pied au Québec, c'est temporaire, c'est 6 mois. Après 6 mois, il n'y a plus de lien d'emploi. Donc, si dans vos organisations, vous avez fait des mises à pied très tôt, au mois de mars, bien, normalement, votre lien d'emploi est rendu rompu à ce moment-ci. Mars, ça nous amène à fin septembre. C'est fini. Si vous avez réussi, vous avez tiré l'élastique, vous avez essayé de garder vos gens le plus possible. Malheureusement, vous avez dû faire des mises à pied. Octobre, novembre, probablement, ce sera les mois où on va se ramasser avec des gens qui seront officiellement plus mis à pied, mais qui n'auront plus de lien d'emploi, qui vont être officiellement sur le chômage. Donc là, on était avant dans une pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, on va se retrouver avec beaucoup de main-d'œuvre de disponible et très peu de postes ouverts parce que les organismes restent encore passablement frileux, évidemment, sur l'ouverture de postes, sur l'augmentation de leur masse salariale dans un contexte d'incertitude économique. Et on va voir, bien, vous avez peut-être remarqué, mais il n'y a pas tant de postes en événementiel qui ouvrent dernièrement. Ce ne sera peut-être pas ça la prochaine suite des choses. Donc là, on voit beaucoup de postes de conseiller en développement philanthropique, conseiller aux dons majeurs. Donc, quand je parlais de la philanthropie 3.0 qui revient à l'essentiel, on s'en va vraiment vers ça sur ce qui marche, c'est de parler avec nos donateurs. Donc, on revient beaucoup à ça. Puis là-dessus, il y a aussi 31 des organismes qui ont arrêté leurs événements. Vous remettez au mois de mars, au mois d'avril, on se dit, on va reporter nos événements du printemps à l'automne. Tout le monde disait ça, puis on se disait, mon Seigneur, il va y en avoir au mois de septembre des événements, je ne sais même pas comment ils vont réussir à tous se trouver une salle. Donc ça, c'était au printemps. Là, après ça, on a vu, peut-être qu'on va essayer de le rendre numérique, notre événement, ou peut-être qu'on va le reporter à l'an prochain. Donc là, vous avez tous probablement vu passer, là, tout le monde pouvait recevoir une boîte de fromage puis une boîte de vin à la maison, on se loguait sur Zoom, puis il y avait un sommelier. Donc tout ça s'est transformé numériquement et pour plusieurs, il y a eu un choix nécessaire d'arrêter des événements parce qu'il n'y avait pas la capacité, puis parce que ce n'est pas évident de faire un événement numérique puis de devenir le Ice Bucket Challenge de l'événementiel. Tout le monde a dû revoir ses méthodes de travail, c'est évident. Et chose qu'on voyait peu ou pas beaucoup, les organismes ont eu besoin d'aller chercher du financement autre que celui des donateurs. Et donc, on a vu des fondations, des organismes aller chercher des prêts, aller chercher ou activer leur marge de crédit s'il y en avait déjà une. Donc, ça, il y a vraiment une bonne croissance là-dessus. Donc, ça, c'est des chiffres actuels pendant la pandémie.
on verra là, tout ce que la partie du haut aura bougé. Je vous dirais, c'est pas nécessairement plus rose pour la partie du haut. Je vais vous revenir dans 2 petites secondes avec ce qu'Imagine Canada a en tête par rapport à tout ça. Alors, l'augmentation des besoins des personnes les plus vulnérables, ben, il est clair. Dans une crise socio-sanitaire comme on vit en ce moment, c'est des gens qui ont moins de revenus, hein. La PCU, ce n'est pas à panacée, hein, cette affaire-là, là. Pour certains, oui, là, parce qu'il y avait peut-être pas, pour certains étudiants, ça peut être intéressant, mais pour ceux qui avaient déjà un revenu précaire, une situation financière précaire, ben, ça augmente leurs besoins, ça augmente évidemment leurs enjeux de sécurité alimentaire, de sécurité, d'avoir un toit. Donc, on est à la base de la pyramide de Maslow, là. On ne se rend pas dans les besoins superficiels, là. On est vraiment à la base. Les besoins augmentés, c'est clair. Parallèlement à tout ça, et là, je pense juste premièrement aux bénévoles, ben, notre plus grand bassin de bénévoles, qui sont des gens d'un certain âge ou d'un âge certain, bref, des gens généralement retraités, ben, ça donne que c'est aussi des gens qui sont un peu plus à risque par rapport à développer des enjeux, des problèmes médicaux s'ils contractent la COVID. Donc, vous avez vos besoins qui augmentent, vous avez vos bénévoles qui diminuent, puis le nombre de donateurs potentiels, ben, tout dépend de votre marché, mais lui aussi diminue. Ceux qui sont encore capables de donner vont continuer de donner, ça c'est clair. Les secteurs économiques qui ont été plus ou moins touchés, voire pas du tout. Je veux dire, on pense à Home Depot, ils n'ont jamais vendu autant de planches de plywood parce que tout le monde refaisait son deck cet été. Les gens n'ont jamais autant été à l'épicerie. Bon, vous avez tout ça, mais évidemment, c'est sûr que si votre grand donateur, c'était tel restaurateur à côté de chez vous en ce moment, ou telle entreprise de proximité, donc plus dans la PME, ben, c'est peut-être pas le meilleur moment d'aller les solliciter. Ça se peut même qu'il n'y ait pas de réponse au bout de la ligne. Donc, donc là, on est dans un déséquilibre autant en termes de ressources humaines nécessaires, on est dans un déséquilibre de bénévoles, un déséquilibre de donateurs. L'impact de la COVID, il est drastique. Imagine Canada va de l'avant en 10 ans d'avance. Et ces chiffres-là me semblent tout à fait réalistes, là, mais extrêmement pessimistes en même temps. On va parler de pertes de revenus qui peuvent s'enligner jusqu'à 16 milliards de dollars en 2020. C'est significatif parce qu'on se souvient quand la force des OBNL, des organismes de bienfaisance, c'est qu'avec $1, on fait beaucoup plus que beaucoup d'autres types d'entreprises et que le gouvernement lui-même, parce qu'on vient générer un peu plus de capacité autour de tout ça et qu'on vient le convertir des fois en 2 ou en $3 d'impact. C'est quand même près de 200 000 employés qui pourraient perdre leur emploi. Et des fois, ben, comme je disais, c'est des emplois où on ne trouvera pas nécessairement une suite possible, immédiate. J'ai une pensée toute particulière aux gens en événementiel. Ça ne doit pas être évident en ce moment. Si ta majeure, c'est l'événementiel, ce qui te drive, ce qui te passionne, c'est de faire ça. C'est toute une expertise aussi de faire l'événementiel numérique. Ce n'est pas exactement la même nécessairement. Donc, il y a quand même tout ça aussi. Et ce qui me fait un peu plus de peine, tout ça me fait de la peine, là, doutez-en pas, mais c'est qu'un organisme sur 5 pourrait ne pas survivre à la pandémie. Donc, ça, c'est une présentation d'ailleurs qui a été faite à la Fondation Guillaume Bombardier il n'y a pas très longtemps, les dernières données d'en bas, là, pour vous donner une source exacte. Un organisme sur 5, ça veut dire un organisme sur 5 qui n'aura peut-être pas pensé à la mutualisation ou à la fusion et qui va s'être rendu au pied du mur juste à temps. Et c'est un peu dommage parce que une organisation qui décide de mettre la clé à la porte dans un état financier qui n'est pas trop mauvais, c'est parfait, là. Le Revenu Canada dit, bon, il faut redonner l'ensemble des actifs à une organisation similaire. Donc là, il y a une passation. Mais une organisation qui n'a plus une scène d'un compte bancaire et qui met la clé à la porte, ben là, on n'a plus de transfert d'organismes, on n'a plus de transfert de connaissances. Et ultimement, bon, on a un bris de service par rapport à des usagers qui sont généralement en situation très vulnérable par rapport à tout ça. Donc, ça reste très fragile et très triste comme bilan. Mais j'ai le goût de vous dire, on va y arriver. Je ne vous dirais pas ça va bien aller. Je pense que, comme plusieurs, on n'est plus capable d'entendre ça, mais on va y arriver. Ça va être un peu plus réaliste. Puis en plus de tout ça, comme si ce n'était pas assez, ben, il se passe bien de la chenoute des fois dans le secteur. Et de la vraie chenoute ou des fois de la fausse chenoute, là, je vais vous laisser juger. Mais vous le savez, le secteur philanthropique, il n'y a pas une année où il n'y a pas un journaliste qui n'a pas le goût de venir fouiller là-dedans.
il n'y a pas si longtemps, il y avait la Fondation du CHU, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, qui s'était fait regarder pour ses ratios en frais événementiels. Puis, c'est sûr que si on regarde un ratio en frais événementiels, on peut donner bien du jeu à un journaliste. C'est jamais très chic, c'est jamais très le fun à regarder parce qu'il faut en investir du dollar pour en ressortir d'autres, mais ça répond à d'autres besoins. Donc, je ne condamne pas l'événementiel ni les ratios d'événementiel. Ceux qui me connaissent savent que je condamne peut-être la surabondance d'événementiel, mais je ne condamne pas l'événementiel en soi. Puis cet été, bon, à moins d'avoir vécu dans une grotte, on a tous entendu parler du Musée des Beaux-Arts de Montréal. On ne parle pas de la fondation du musée, mais évidemment qu'il va vivre des contre-coups de tout ça. Mais le Musée des Beaux-Arts, c'est un OBNL en soi, hein, oublions-le pas. Euh, puis bon, vous en voyez différents, je ne vous les nommerai pas tous, là, qui ont passé à travers le temps. Et puis il y en a un, je mets là, parce que c'est un ami à moi, Maxime, la Pépinière Espace Collectif. Vous savez, il y a une vague de démission, donc tout ça a été mis de l'avant avec un certain décalage. Tout. Donc, bref, ça crée une méfiance générale dans le public. Ça crée finalement ce sentiment-là de dire, ben, est-ce que quand je fais un don, est-ce qu'il est vraiment bien géré? Est-ce que les OBNL, c'est encore la bonne réponse? Donc, ça crée cette méfiance-là et ça crée cette notion-là, on a parlé de l'impact, là, ben, la nécessité puis la quête de l'impact du donateur, ça ne vient pas de nulle part. Il y a un petit graphique là, à côté de Dr. Julien que vous voyez, aucune institution n'est à la fois compétente et éthique. Donc, ce n'est pas précis là, par rapport au secteur des OBNL ou des organismes de bienfaisance enregistrés, mais il y a un indice de confiance là, qui était très intéressant à suivre. Ça nous permet de nous positionner. Donc, là, c'est tout petit, mais je vais vous aider là, avec mes yeux en me collant sur l'écran. Les ONG, donc les organismes non gouvernementaux, ce qui se rapproche beaucoup de ce qu'on est. Donc, tant mieux, on est les plus éthiques si on se compare aux médias, gouvernements et entreprises. Donc, super, on est les plus éthiques. Par contre, on est incompétent. Donc, dans l'œil de tout le monde, et je relative, là, on est beaucoup plus compétent que le gouvernement, à peine moins que les médias ou ben, quand même moins que les entreprises. Donc, c'est pas. C'est un indice de perception. Hein. Donc, c'est important de travailler. Je pense qu'on a travaillé sur l'éthique. On doit retravailler, parce que là, il n'y a pas d'article sur oui/uni dans mes images, mais tout ça vient rechallenger, évidemment, ce que les donateurs ont en tête. Donc, mettez-vous dans un contexte de COVID, rajoutez cette méfiance-là, cet équilibre fragile-là. On n'est pas nécessairement dans toutes les conditions les plus gagnantes. Donc, on a un équilibre qui est fragile et qui nous force à aller vers une philanthropie 3.0. J'arrête mon partage d'écran parce que je vais regarder l'ensemble des questions qui sont ouvertes. Donc, est-ce que les 170 000 OBNL incluent les 85 000 OBE? Très bonne question, François. Je crois que oui. Si je ne me trompe pas, mais écoute, je vais quand même la valider. J'ai dans la tête que oui, mais je ne veux pas répondre complètement n'importe quoi. Donc François, je te reviendrai ultérieurement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, encore une fois, dans la section Q&A. Ce qui est merveilleux, c'est que Aude, Marie, Maëva répondent à ces questions-là tout au long. Donc, ça nous permet de faire la suite des choses. Et je vous enverrai la source là, pour l'image. Je viens de voir votre question à Grand Frère, Grande Sœur de Montréal. Donc, l'image, c'est Edelman, E-D-E-L-M-A-N. Donc, vraiment, donc, ça nous permet d'avoir un indice de confiance d'année en année sur différents secteurs. Ils font plusieurs présentations, puis ça, c'est juste une partie de l'image. Je pourrais vous remettre la source. Et peut-être qu'effectivement, là, je vais le reclarifier pour les OBE et les OBNL, à savoir si un inclut l'autre, parce qu'il y a une différence de statut. Merci, Marie Ouzo. Je vous reviendrai là-dessus pour vous donner la réponse plus officielle là, à la suite de tout ça. Alors, écoutez, si ça vous va, on continue tout ça. Les relations humaines au cœur de notre profession. On va prendre un pas de recul. Vous n'avez pas besoin de vous lever et de reculer d'un pas. Là. On va le faire là, intellectuellement ensemble, si vous me le permettez. J'ai envie de vous demander, puis j'espère que vous allez me dire ce matin ou hier ou il n'y a pas très longtemps, mais le quand pour vous, là, pour moi, le quand, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé avec votre donateur. Vous avez pris le temps de juste prendre de ses nouvelles, ce qu'on appelle là, malheureusement cultiver une relation. J'ai ça pour mourir. Là. Mais quand est-ce que vous avez pris le temps de juste prendre des nouvelles de votre donateur ou lui en donner et de le remercier pour son don, notamment là, au-delà de la lettre générique là, qui part de votre CRM? Quand est-ce que vous avez pris le temps de faire ça? Et pas nécessairement avec un donateur majeur, parce que ça fait partie de votre politique de reconnaissance, de dire à partir de tel montant, c'est une lettre manuscrite, à partir de tel montant, c'est un membre du CA. Non, mais juste prendre le temps de reconnecter avec certains donateurs. J'ai trouvé extrêmement beau ce qu'avait fait la Fondation de Sainte-Justine, de faire
une journée où ça devenait un centre d'appel et là, on faisait que des appels pour remercier les donateurs. Il y a quelque chose à s'inspirer là-dedans. Quand est-ce que vous avez appelé pour la dernière fois un donateur, un bailleur de fonds, un partenaire privé, dire en ce moment, j'ai des problèmes, j'ai des limites, j'ai besoin d'aide. Quand est-ce que vous avez pris le temps de devenir vulnérable par rapport à vos partenaires? Puis partenaires, c'est très large de ce côté-là. Et ultimement, j'ai voulu vous dire, puis je ne sais pas, ça dépend toujours de votre dynamique avec votre conseil d'administration, mais c'est quand la dernière fois que vous êtes allé voir votre conseil d'administration, vous lui avez dit, ben écoutez, là, sérieusement, je suis allé au bout de mes ressources. Je suis en train de frapper un mur et j'ai besoin de votre aide. Comme je dis encore une fois, là, il y a un bémol, là, ça dépend de votre relation avec votre conseil d'administration. Peut-être que vous êtes tenu à garder une posture là, très, très solide, puis vous êtes le Hulk à travers tout ça. Mais je vous dirais un peu d'authenticité puis de vulnérabilité à travers tout ça qui vous permettent d'avoir une discussion philanthropique plus large qu'uniquement la transaction de dons et qui va vous permettre aussi de développer quelque chose de vrai. Donc, pas une relation artificielle, pas une cultivation de donateur, vraiment de retourner vers vos partenaires parce que vous êtes toujours là quand vous avez le projet le plus merveilleux à présenter, quand là, c'est le temps de soutenir votre organisation parce que, wow, il se passe ça, vous ne voulez pas manquer ça, vous voulez en faire partie. Ben, le donateur n'est pas fou non plus, puis il va être content de savoir que ça ne va pas toujours bien puis que vous avez besoin de votre aide. Faites attention, ne tombez pas toujours, là, puis l'ensemble de vos outils de communication, c'est-à-dire que ça va mal ici, ça va mal. Ils vont faire, ben, écoutez, vous me ferez signe quand ça ira un peu mieux. Mais entrez dans cette forme d'authenticité-là, puis si vous pouvez aller plonger un peu dans la vulnérabilité, c'est des buzzwords qu'on entend depuis quelques temps. Je pense à Brené Brown là, qui en fait l'évangélisation quasiment, mais c'est pas fou, c'est payant. Et ça va vous amener à une autre étape. Les bailleurs de fonds ne sont pas insensibles à tout ça. Puis au contraire, je pense qu'il est mieux avoir la vérité quand ça ne va pas super bien. Puis vous avez besoin d'aide. Alors ça, c'est une chose. Parce qu'en ayant ces conversations-là, complètement transparentes, vous allez éviter de rentrer dans des conversations un peu plus plates que vous n'avez peut-être pas le goût d'avoir. Où le donateur va dire, ben, comment vous avez utilisé mon argent? Combien vous avez gardé de frais administratifs? Comment vous payez vos dirigeants? C'est quoi le salaire de votre plus haut dirigeant? Vous voulez éviter de rentrer dans tout ça en étant juste dans le bien paraître, juste dans le rapport annuel. Vous devez prendre ce pas de recul-là. En tout cas, je vous le conseille, vous en faites ce que vous voulez, pour plutôt arriver dans un mode, ça veut dire, voici comment nous, on a changé les choses. Voici comment on voit l'avenir et voici comment, ensemble, en partenariat, on va aller de l'avant. Le donateur est plus juste une tirelire qu'on brasse de temps en temps quand on a besoin de son argent. Le donateur doit être vu comme un partenaire de la suite des choses. Et vous dites, ben, voici comment on peut ensemble dessiner l'avenir. Et voici aussi comment on est encore pertinent plus que jamais. Donc, passez de votre discussion philanthropique là, à une discussion transactionnelle, comme je le disais, si vous ne l'avez pas encore fait. Et probablement, là, si vous vous dites en ce moment, voyons, qu'est-ce qu'il dit là, Daniel, on fait déjà tout ça, je suis extrêmement heureux et vous pouvez effacer tout ce que je viens de dire à votre mémoire là, dans les 2, 3 dernières minutes. Tant mieux si vous l'avez fait. Force est d'admettre qu'on n'est pas tout à fait tout le monde là encore. Alors, ça reste une recommandation, mais je dirais, passer de ça à une prochaine étape. Si vous étiez devant moi, je vous demanderais, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette photo-là? Puis là, vous êtes pas devant moi, fait que je vais faire semblant de vous poser la question et semblant d'entendre des réponses. Alors, oui, bonne réponse, c'est la petite maison qui a survécu au déluge du Saguenay. Effectivement, bien vu. Cette petite maison-là, là, évidemment, la résolution est celle de 1996, hein, on s'en souvient, dépendamment de votre âge. Mon souvenir est un peu vague, je dois vous avouer, j'avais 10 ans, pour se remettre en perspective. Cette petite maison-là au Saguenay est devenue un symbole et je vous dirais, quand vous avez à parler à l'interne, avec votre conseil d'administration, des fois, vous ne savez pas comment incarner votre vision à travers tout ça, je vous dirais, soyez cette maison-là. Soyez pas le déluge, là. Espérez pas un déluge. On se comprend, le déluge a quand même 10 morts, 2 enfants, 1,5 milliard de dommages. Je ne vous souhaite pas de déluge, mais je vous souhaite d'être cette petite maison-là à travers tout ça. Démontrer que vous êtes solide malgré la tempête.
démontrer que vous êtes un symbole pour la suite. Hein. La petite maison, elle existe encore. Pour ceux là, qui vont au Saguenay, bon, déplacez-vous pas entre les régions, c'est pour ça que je vous dis, là, si vous voulez la voir, attendez. Cette maison-là, elle existe, elle est un symbole extrêmement fort de force, mais de résilience aussi. Ça, c'est clair. Démontrer que vous êtes un pilier pour votre communauté. Et rappelons-nous, c'est en 96, donc 29 millions de dons en 96. Là, faites l'exercice de l'actualiser en 2020, c'est significatif. Et 5 700 bénévoles. C'était, je ne sais pas si c'est encore à jour, mais la plus grande intervention de la Croix-Rouge au Québec. C'était significatif. Donc, je vous souhaite pas de déluge, parce que ça brasse déjà pas mal assez pour le secteur des OBNL, mais je vous souhaite de devenir dans votre secteur, dans vos communautés, cette maison-là. Soyez la maison. Alors, avant de passer à la prochaine, je reprends ma bonne habitude de vous donner une pause de ce site-là. Alors, voilà, je remercie notre recherchiste en chef, Marie Houzeau. Merci beaucoup. Donc, si vous n'êtes pas un organisme de bienfaisance, vous ne pouvez pas être considéré comme un organisme sans but lucratif. Donc, c'est un ou l'autre. Donc, bref, les 170 000 et les 85 000, c'est deux chiffres qui s'additionnent et c'est pas, le 85 000 n'est pas compris dans le 170 000. Grand merci à toi, Marie. Très apprécié. Encore une fois, si vous avez des questions ou vous voulez m'aider à répondre à ces questions-là parce que je n'ai pas toute la vérité infuse, vous êtes les bienvenus. Très, très gentil à vous. Il est 9h42. On arrive dans le presque dernier segment, puis vraiment, je veux qu'on se garde une bonne portion parce que j'ai ça parler pour parler, puis il n'y a rien de pire qu'un webinaire pour avoir l'impression de parler à un mur. Alors, je vais nous garder du temps pour qu'on puisse répondre à peut-être plus de questions, puis évidemment que tout ça se bonifie, puis que ça devienne plus une co-création, une co-construction de ce qu'on va discuter aujourd'hui, plutôt que de juste déblatérer ce que j'en ai. Donc, revenir à la base, se remettre en question. Ce n'est pas un grand scoop de voir cette section-là, vous l'avez vu à travers tout ce que j'ai dit. Bien, le savoir, c'est le pouvoir. Hein. Ça, c'est rien de nouveau, c'est pas de moi, ça date presque de Mathusalem. En ce moment, là, depuis quelques temps, on voit beaucoup de sociofinancement. Je vais finir par écrire quelque chose aujourd'hui. J'ai vu que la facture a fait un reportage. On est plus dans les startups, puis les Kickstarter, mais le sociofinancement a ses limites. Hein. On est vraiment toujours dans le micro-don, on est dans de la masse, mais on n'est pas dans l'acquisition, on n'est pas dans la rétention, puis on n'est pas dans la conversion. Facebook vous donnera rarement beaucoup d'informations sur vos donateurs. PayPal aussi, là, qui essaie de devenir un intermédiaire là, pour finalement faire un don hyper rapidement. Donc, vous obtenez des dons. Vous allez obtenir une masse de dons. Donc, beaucoup de gens vont donner, généralement des petits dons. Puis, évidemment, après ça, vous allez avoir beaucoup de difficultés à les convertir. Donc, assurez-vous que mieux que n'importe quel organisme de bienfaisance, vous connaissez extrêmement bien vos donateurs. Parce que si un autre organisme s'intéresse à vos donateurs, puis bon, généralement, quelqu'un donne à plus qu'une organisation, apprend à les connaître. Il va juste être plus pertinent pour ce donateur-là parce qu'il va aller cogner à sa porte quand ça va être le temps, il va aller lui présenter un projet qui va l'intéresser parce qu'ils vont s'être questionnés sur les intérêts du donateur. Ils vont probablement mieux segmenter aussi leur communication. Et donc, tout ça, ça donne du pouvoir et ça permet évidemment d'être plus pertinent face à son donateur, à son approche. Moi, ça me dit, ouais, c'est rien de nouveau là-dedans. Là. La philanthropie 3.0, Daniel, tu es un peu dans le champ parce qu'il n'y a, rien de nouveau à travers tout ça. J'ai envie de vous dire, ben, tant mieux s'il n'y a rien de nouveau pour vous là-dedans. Mais en même temps, j'en ai vu des bases de données, là, j'en analyse probablement trop. Elles sont toutes belles, les bases de données des donateurs qui donnent des dons mensuels qui sont depuis 5 ans. Mais dans certaines bases de données, vous ne savez pas pourquoi ce donateur-là a fait le premier don. Vous ne savez pas, est-ce que c'est un ancien usager, est-ce qu'il est proche d'un usager, est-ce que c'est pour ça qu'il donne. Vous ne savez pas son âge non plus. Donc, en termes de segmentation, d'approche par type de clientèle ou par type de génération, là, vous l'avez vu, Daniel Asselin et Léger ont sorti leur dernier rapport la semaine dernière. Donc, si vous n'avez pas ces notions-là de segmentation, et beaucoup de bases de données n'ont pas de courriel des donateurs, donc, je dirais, oui, c'est rien de nouveau. Comme les dons planifiés, c'est rien de nouveau. Mais encore, force est d'admettre que dernièrement, je regardais, puis il y a encore une trentaine d'organismes de bienfaisance au Québec qui sont ici depuis très longtemps et qui n'ont pas de programme de dons majeurs planifiés. Donc, c'est rien de nouveau, mais il faut revenir à l'essentiel parfois. Parce que c'est souvent des choses qu'on se dit, ben, on fera ça quand on aura le temps, et on n'a jamais le temps, on ne l'aura jamais.
Vous savez, aux îles de la Madeleine, on dit le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. Prenez-le, ce temps-là. Si vous avez des reins financiers qui vous permettent de continuer vos opérations, et que vous avez des gens, vous dites, ben, peut-être qu'on peut continuer à les payer, mais leurs fonctions ne seront pas exactement les mêmes. C'est une belle opportunité de travailler sur l'acquisition de données de votre organisation. Vous voulez connaître leur profil, leur comportement, leur fréquence, évidemment, pour avoir des argumentaires qui vont être très, très adaptés hein, au moment de la sollicitation. Et ça comprend de la sollicitation en ligne, de la sollicitation postale, donc de la campagne annuelle, puis ça comprend aussi de la sollicitation, j'allais dire face à face, mais on est un peu moins dans le face à face en ce moment, mais ça comprend aussi ce moment-là, à ce moment-là. Essayez d'investir du temps là-dedans. Et là, vous dites, oui, je veux bien, mais j'ai tant de milliers de donateurs dans ma base de données, sérieusement, comment je vais le faire? Ça demande du temps, ça demande de l'argent. Je n'ai pas de solution miracle. Je dirais, profitez d'un prochain envoi postal, si vous faites encore des envois postaux, profitez d'une infolette, invitez vos donateurs à répondre évidemment à un sondage. Ça, pour moi, ça devient essentiel. Le sondage va finalement être le meilleur moyen. Puis surtout, dire à vos donateurs, pourquoi vous lui posez toutes ces questions-là? Parce que moi, ça fait 10 ans que je vous donne, puis là, tout à coup, vous voulez savoir ma date de naissance. Vous voulez savoir pourquoi je suis votre donateur. Je suis comme, pourquoi là, ça t'intéresse aujourd'hui, puis depuis 10 ans, tu t'en contrefous. Donc, remettez en contexte, puis démontrez qu'est-ce que vous allez en faire, que vous ne voulez pas devenir un Facebook, puis tout savoir des gens, puis finalement leur envoyer des publicités adaptées. C'est pas ça, mais vous voulez juste être plus pertinent dans vos communications avec eux. Puis qu'en ce moment, ben, c'est le bon temps pour apprendre à se connaître et revenir à cette base-là. Je vous le recommande fortement. Ça me semble assez essentiel. À peu près toutes les bases de données vous permettent d'aller faire cette segmentation-là, de travailler un peu plus loin. Je n'ai pas travaillé avec l'ensemble des bases de données, mais je vous dirais que Prodon, Donor Perfect, Razor's Edge permet d'aller faire une bonne segmentation. Il y a d'autres bases de données qui vous permettent de le faire. Le meilleur moment pour capter cette information-là lorsque vous avez un nouveau donateur, c'est de le mettre déjà sur votre formulaire de don. Vous savez, vous avez tout un formulaire de don en ligne, puis souvent c'est le premier don qui transige par là. Donc, vous pouvez rendre certains champs obligatoires, certains optionnels. Évidemment, le don en ligne, ce qui est pratique, c'est que vous avez déjà le courriel à la base, hein, c'est assez évident et nécessaire pour envoyer un reçu d'impôt. Vous pouvez demander la date de naissance, pourquoi vous donnez, comment vous avez entendu parler de nous. Faites des exercices de notoriété aussi auprès de vos donateurs. Est-ce qu'ils vous connaissent bien? Est-ce qu'ils connaissent les projets que vous financez? Donc, essayez de travailler sur cette richesse-là de données. C'est ce qui va vous permettre de vous départager dans le futur des autres organisations. Il existe ce petit document-là, là, évidemment, il y a plus que deux pages. Données essentielles sur vos donateurs. Vous direz, un document de BNP d'un gars de BNP, quelle surprise. Oui, vous avez bien raison. Il y en existe probablement d'autres firmes. Mais bon, je ne pense pas que ma firme aurait été super contente que j'en utilise d'autres. Ce document-là est disponible sur Espace OBNL, qui est un joueur privé, mais qui vient aider beaucoup, sont beaucoup dans le milieu associatif, le milieu OBNL, mais donc qui génère quand même un peu de contenu. Donc, vous allez trouver ça, les données essentielles sur vos donateurs. Si jamais là, vous n'avez pas le temps de le trouver ou vous ne le trouvez pas, ça va me faire plaisir de juste vous l'envoyer par courriel. Là, vous avez juste à communiquer avec moi. Donc, ça vous aide un peu à vous orienter sur quelles sont les données que vous devriez, dans le meilleur des mondes, avoir. Vous ne pouvez pas évidemment avoir tout ça parce que vous n'êtes pas vous n'êtes peut-être pas la grande machine avec un département de recherche, avec 10 personnes qui font de la saisie de données dans la base de données. Là. Des fois, vous êtes 3, 4 dans votre organisation. Des fois, vous êtes 2, vous êtes 1, il n'y a pas de permanence. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi prioriser par rapport à tout ça, mais ça revient à de l'essentiel. Alors, par rapport à tout ça, je pense que c'est assez nécessaire. Et j'en ai parlé tantôt, j'ai fait allusion à l'étude sur les tendances philanthropiques que mène l'épisode à chaque année. Segmenter. C'est rien de nouveau, encore une fois. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que c'est pas fait, c'est peu fait. Il y a toujours place à l'amélioration. Chaque génération ne peut pas être sollicitée de la même façon. Puis vous allez le voir de toute façon dans vos retours de sollicitation. Hein, vous allez voir certaines strates qui auront moins répondu par rapport à tel type de message. Je n'ai pas le temps de passer chacune des générations. Cet article-là là, que j'ai donné en entrevue à André Lavoie dans Le Devoir, là, il y a eu un cahier spécial sur la philanthropie la semaine dernière. Encore une fois, si jamais vous voulez le cahier au complet, je l'ai en PDF, je pourrais vous le faire suivre, ceux qui le veulent. On parlait de la génération X, la génération
La génération un peu là, sandwich, donc entre les boomers, entre les plus jeunes, bref, une génération qui a été un peu prise là-dedans. Pourquoi on parlait de la X? Parce que la X est souvent oubliée, hein, c'est la génération souvent oubliée. C'est la génération où on s'attend beaucoup, on dirait que il y a les boomers qu'on sollicite, bon, les personnes âgées, évidemment, les matures, là, pour reprendre les termes. Après ça, on arrive là, puis on se dit, ah, les X, on n'arrive pas trop à les saisir. Les X sont pris en deux, encore une fois, c'est-à-dire que leur hypothèque n'est pas nécessairement finie de payer. Ils ont aussi probablement des enfants, des grands-enfants qui sont encore à l'université et il y en a certains qui les aident financièrement. Le marché de l'emploi n'était pas nécessairement facile, hein, pour les X à leur arrivée, qu'un X m'a précisé dernièrement. Donc, tout ça est un contexte qui n'est pas évident pour cette génération-là, mais vous devez avoir certaines sensibilités, savoir comment telle génération va réagir par rapport à vos sollicitations. Ça, c'est assez nécessaire. Les millénarios, pour prendre le bon terme, ne sont pas évidents, sont beaucoup, j'aime bien les appeler la génération plaster. Ils vont répondre beaucoup à quelque chose de très personnel, de très concret. Ils vont voir sur leur Facebook passer qu'un de leurs amis, un de leurs collègues, ça ne va pas bien, il a perdu son emploi, sa maison passe au feu, ou, je ne sais pas, son fils a le cancer. Le premier réflexe, ça va être de partir une campagne de sociofinancement, dire on accumule de l'argent pour aider Jonathan à côté, son enfant, sa famille, il passe un bout de rough, on se fait une campagne. Donc, ça va être tous des micro-dons, évidemment, mais qui vont générer quand même un effet boule de neige. Alors, ça, on le voit. Mais ça ne vient pas régler le problème à la source, ça ne vient pas aider la recherche sur le cancer, ça ne vient pas aider les organismes qui vont être capables de les prendre un peu plus en charge, de les aider dans un accompagnement, par exemple, si on passe au feu et tout ça. Donc, on est vraiment dans une génération qui est un peu plus plaster, qui aime l'impact immédiat, réel, concret, tangible. On est dans du storytelling, mais très, très, très tangible. On n'est pas dans aider une personne comme Joanne, on est dans aider Joanne directement, elle. Ça fait en sorte qu'on règle des problèmes avec coup de plaster et qu'on ne vient pas régler les problèmes sociétaux de façon un peu plus grande. Donc ça fait partie de la réalité, mais votre segmentation doit vous forcer aussi à vous adapter à travers tout ça. Question de mutualisation. Vos donateurs vous en ont peut-être parlé. Si vous avez certains bailleurs de fonds, là, il y en a qui sont un peu plus bien pensants et des fois qui pensent plus et qui pensent trop, qui vont vous dire vous devriez peut-être penser à vous fusionner. Si vous fusionnez, on serait peut-être plus enclin à vous faire un don. Hein? Donc, vous allez avoir une certaine pression qui va venir des donateurs, une certaine qui va venir des bailleurs de fonds. Je vous dirais tant mieux si la pression vient de vous-même plus que d'autres choses. Parce que les gens commencent à avoir le réflexe de dire il y a quand même 3 organismes qui aident les personnes moins nanties dans mon quartier, sérieusement, travailler ensemble. J'ai comme l'impression que je paye 3 fois du staff quand ça pourrait être le même. C'est un grand raccourci intellectuel de penser que ça prendrait le tiers là, pour régler les mêmes problèmes. Mais ça vient de plus en plus à la discussion. Les gens vont dire, je ne veux pas la critiquer, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, Charles Lafortune, Sophie Préjean ont lancé une fondation. Et à chaque fois que je vois une nouvelle fondation lancée, je suis comme, est-ce que le monde a vraiment besoin d'une fondation de plus? Et là, ça reste mon éditorial bien personnel. Mais sur l'autisme, j'ai quand même trouvé 109 fondations en tapant autisme, autisme, là, pour être sûr de capter les deux. C'est sûr que l'autisme auprès des enfants, c'est un spectre très large, et auprès des adultes. Mais à un moment donné, est-ce qu'on a besoin d'une multiplication de fondations dans une enveloppe, une assiette qui est déjà très limitée, qui est réduite en termes de taille par rapport à la COVID, qui évidemment est regardée de tout bord, de tout côté. Donc, la mutualisation, ce n'est pas nécessairement la fusion, mais vous devez quand même y réfléchir si vous avez l'opportunité de le faire. On la considère quand? Quand il y a des opportunités, quand malheureusement c'est nécessaire. Mais ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande beaucoup d'humilité du niveau de la gouvernance aussi, parce que une des premières questions qui va arriver avant même de parler des fois de la continuité de service, des bénéficiaires, on va dire, ça va être qui le président qui va garder la présidence? Et là, vous dites, voyons donc, c'est pas vrai ça. Et je vais vous dire, oui, ça va venir très, très rapidement comme discussion. C'est un peu dommage. Des fois, il faut prendre un step back là, pour avancer un peu plus vite. Donc, je vous dirais, tant mieux si pour vous, c'est une porte qui s'ouvre pour les bénéficiaires, les donateurs, la cause. Malheureusement, si vous êtes rendu à frapper un mur, ça se peut aussi que vous ayez à le considérer parce que votre cash flow n'est plus là, vos liquidités. Peut-être que votre notoriété, vous pensez que vous allez atteindre un certain point, que les gens allaient vous connaître, vous reconnaître, vous n'y êtes pas arrivé. Et ça vient nuire à votre croissance. Alors, peut-être aussi, ça devient le temps de penser à cette mutualisation-là, voire une fusion.
je ne prendrai pas une pause là parce que j'arrive vraiment à la conclusion et à partir de là, je répondrai. Donc, c'est le temps, si vous en avez, commencez à remplir le Q&A comme jamais. J'arrive à ma dernière slide et là, je vais ouvrir les lignes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je pense que vos micros ne peuvent pas être activés dans le cadre d'un webinaire, donc vraiment, allez les mettre dans le Q&A à moins que je me trompe. Si vous n'avez pas grand-chose à retenir de ce qu'on a discuté ce matin et vous voulez revenir à l'essentiel, rappelez-vous que ce que je vous présente, ça reste ma propre définition de la philanthropie 3.0. Ce n'est pas universel, il n'y a pas de saut de BNP ou de saut de l'Université de Montréal là-dessus. Là. C'est ma lunette par rapport à ce que je vois. J'ai une position, je dirais, privilégiée en tant que consultant par rapport à tout ça, mais en même temps, je ne suis pas complètement déphasé. Là. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais DG d'une fondation, donc je ne suis pas dans une tour d'estal. Sentez-vous bien à l'aise. On n'est pas des dinosaures. On passait à travers un processus avec une firme pour remettre en question certains éléments de notre modèle d'affaires il n'y a pas longtemps. Puis je sentais qu'ils nous voyaient comme des dinosaures qui ne voulaient pas passer à l'époque numérique, passer au 21e siècle. Là, de dire, ben, c'est pas qu'on est dinosaures, mais c'est que notre business, et ça reste une business, c'est une business d'humain. C'est une business de discussion, d'échange, de développement de confiance à travers le temps. Cette confiance-là, bien, généralement, elle a aussi un facteur exponentiel sur l'engagement financier. Mais on n'est pas des dinosaures pour autant. C'est juste qu'on est des gens foncièrement humains. C'est pour ça qu'on est dans ce métier-là. Et c'est aussi pour ça que notre métier va continuer de survivre à travers tout ça, parce qu'on va avoir investi ce temps-là dans l'humain, sans négliger là, le techno. Mais le techno, ce n'est pas ça qui va nous sauver, ce n'est pas ça qui va nous changer. On ne verra pas une campagne majeure de financement se régler à grands coups de Facebook. Je n'ai pas encore vu quelqu'un sortir sa carte de crédit et faire un don de 25 000 sur Facebook. Mais j'en ai vu, par contre, dans une sollicitation en personne que vous pouvez maintenant faire par Zoom, Teams, etc. Donc, on n'est pas des dinosaures, on est juste des gens humains. Je vous ai parlé tantôt là, de parler de votre vulnérabilité, d'être authentique. Ben, soyez un roseau, bref, restez solide par rapport à tout ça. Mais oui, amenez une dose d'authenticité. C'est pas de démontrer que là, vous naviguez à travers la tempête comme le plus grand des capitaines. Vous allez vous planter, vous allez frapper un iceberg. Soyez authentique. Et dernier point, ben, peut-être que if you can beat them, join them. On n'aime pas parler de compétition dans les OBNL, dans les organismes de bienfaisance, mais oui, il y a une certaine forme de compétition dans les territoires donnés. À un moment donné, si vous réalisez que peut-être que vous avez moins de donateurs parce qu'un autre organisme qui lui réussit à les avoir, ben, c'est peut-être une temps de se poser des questions. Je vous dirais, oui, c'était ça le roseau, là, ça venait de Jean Lafontaine, le chêne et le roseau, soyez le roseau. Si vous avez été un des deux, cassez pas, restez solide. Je tiens à donner le crédit à mon fils qui a sélectionné le dinosaure et également le sumo. C'était très important pour lui de les choisir et de les inclure dans cette présentation-là. Donc, la belle co-construction de tout ça. Évidemment, ça reste ma propre perception, il n'y a pas de prétention par rapport à ça. Mon but n'est pas de faire une critique du secteur non plus. Ça peut avoir sonné comme ça, là, je m'en excuse si ça l'était, c'est vraiment plus pour éveiller certaines questions plus que d'autres choses. On va venir à la période de questions. Je vais juste avancer 2 slides. Vous avez quand même quelques liens à la fin de cette présentation-là. Le baromètre de confiance, ben, écoutez, je l'avais déjà mis en lien. Bravo à moi, je l'avais oublié. Donc, vous avez à peu près l'ensemble des données là, qui ont été utilisées de ce côté-là. Donc, vous avez accès à tout ça. Vous avez aussi mes coordonnées parce que j'ai dit à 2-3 reprises, là, si vous voulez avoir telle info, écrivez-moi, demandez-le moi. Tout le monde dit ça, mais généralement, les coordonnées apparaissent nulle part. C'est un peu bête. Vous avez mes 2 courriels. Là, prenez celui qui vous intéresse le plus. Là, ça buzz assez rapidement sur mon Palm Pilot, sur mon iPhone. Donc, j'arrête le partage d'écran. Il est 10 heures et j'ouvre les questions. Alors voilà, ils sont les bienvenus. Je vais aller dans le Q&A pour commencer, puis n'hésitez pas, gens de la Fondation, là, si vous voulez, soit me sauver à des questions où je réponds des bêtises, ou également, là, si vous en avez, vous également. Donc, première question, Isabelle Perrault, lorsque vous parlez de donateurs, vous parlez de donateurs individuels, je parle de l'ensemble des donateurs. Évidemment, vous devez avoir une segmentation entreprise, une segmentation bailleur de fonds, les fondations privées notamment, une segmentation pour vos donateurs individuels plus que tout. C'est surtout avec eux que vous allez réussir, là, je l'espère, à faire évoluer. C'est quand même eux
une très grande partie de votre assiette de donateur, hein, les donateurs individuels, mais c'est aussi des fois les plus critiques par rapport à tout ça. Donc, faut prendre le temps de s'asseoir avec eux et apprendre à les connaître davantage, ça c'est clair. Véronique Carbonneau, bonjour, admettons que le To-Do traîne depuis des années, de remettre à jour la base de données, oui, coupable, les informations donateurs. Est-ce qu'à mon avis, il y a un retour en arrière acceptable dans le temps pour les contacter, les remercier et fidéliser? Pour les recontacter, oui, il faut juste bien le mettre en contexte. Si vous envoyez juste un sondage comme ça a l'air bête un peu, de dire Hey, on veut apprendre à vous connaître. C'est comme si vous êtes marié depuis 10 ans, puis vous faites Hey, finalement, je ne sais pas c'est quoi ta couleur préférée, puis ton signe astrologique, puis hein, ça aurait l'air un peu farfelu. Et farfelu est un terme bien, bien, bien doux à travers tout ça. Donc, remettez en contexte pourquoi là, tout à coup vous avez le temps de le faire. Pourquoi vous voulez le faire? À la limite, là, simuler que vous avez une nouvelle base de données, ça vous permet de le faire, mais vraiment démontrer comment vous pouvez être pertinent avec ces informations-là, que vous n'allez pas les revendre aussi. Très important de rassurer vos donateurs, là. Les échanges de listes entre organisations, ça existe encore. À tort ou à raison, je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais rassurez vos donateurs que cette information-là reste chez vous. Puis votre donateur a toujours accès d'ailleurs aux informations là, qui traînent chez vous dans votre base de données. Donc, prenez le temps de le rassurer. Vous pouvez les remercier. Mais si vous les remerciez, assurez-vous qu'il y a un don récent, puis dites, bon, on veut vous dire merci, vous êtes rendu à votre 72e don mensuel, vous avez fait tel montant depuis tant d'années. Donc là, vous avez un facteur de pertinence par rapport à tout ça. Moi, j'ai reçu une carte d'une fondation qui disait Hey, merci, aujourd'hui, ça fait 1 an que vous avez fait votre premier don. Donc, d'introduire des moments anniversaires comme ça qui ne nécessitent pas nécessairement une connaissance des donateurs parce que votre base de données permet de le faire, mais qui vous permet au moins d'établir ce contact-là et là d'introduire peut-être un sondage d'information. La mutualisation pourrait. Oui, vas-y, Aude, j'ai vu ta petite main là, toute délicate et je poursuivrai dans le Q&A après. Ben, en fait, j'accepte ton invitation de rajouter à l'occasion. Ah, je l'avais tiré. Je vais me faire brève. Mais pour rebondir sur ce que tu disais dans ta réponse à Véronique sur le retour en arrière possible, bien, évidemment, je ne parlerai pas de donateur individuel, là, c'est moins là où je m'y connais, mais d'un point de vue fondation philanthropique, fondation subventionnaire, ben, surtout une fondation comme nous qui acceptons les demandes non sollicitées, je dirais que évidemment, oui, le retour en arrière est possible. En fait, même s'il y a eu un arrêt ou un trou dans la continuité des discussions, on est là pour recevoir des demandes. Donc, on n'est jamais surpris. Évidemment, le fait de remettre en contexte est toujours intéressant, mais nos décisions ne sont pas prises en fonction de ça. Ça facilite lorsque la discussion est continue, mais on préfère vous voir revenir que vous empêcher de venir nous voir parce qu'il n'y avait pas eu de continuité. Dans le passé, il y a quelqu'un qui m'avait dit on avait fait une première campagne de financement, on avait promis à tout le monde qu'on ne viendrait plus jamais vous voir, fait qu'on n'est pas revenu. Mais on s'entend que comme fondation, on s'attend à ce qu'éventuellement vous reveniez. Là. Fait que des fois, il ne faut pas faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Il ne faut pas se peinturer dans un coin avec des choses comme ça. Aussi, je reviens sur ce que tu disais sur lorsqu'on est avec quelqu'un depuis longtemps, c'est important de ne pas les faire sentir qu'on ne les connaît pas. Très souvent, quand il y a eu un arrêt dans les suivis, c'est parce qu'il y a eu des changements de personnel. Puis des fois, ben, la mémoire organisationnelle fait en sorte qu'il va y avoir une petite séquence avant que les gens reviennent nous voir. Puis ça me surprend toujours des fois, ça fait super longtemps qu'on se connaît, puis là, un nouveau DG va arriver en place, puis ben, on connaît la personne au développement, mais là, le DG veut venir se présenter, ce qui est tout à fait légitime. On est content, mais je devrais dire là, parce que la plupart du temps, c'est des femmes, les DG d'organismes avec qui on travaille. Mais la DG va vouloir se présenter, puis il nous représente l'organisme comme si on ne le connaissait pas. Puis à chaque fois, ça nous fait un petit peu bizarre. On est comme, mais c'est parce qu'on se connaît depuis très, très longtemps. Fait que je sais que c'est pour bien faire, mais des fois, ça donne l'impression qu'ils ne connaissent pas l'histoire qui nous unit. Fait que juste de faire attention à ça lorsqu'on remet en place les relations, de partir sur ce qui est déjà bâti. Et je m'arrêterai là. Tu peux tellement continuer, c'est tellement légitime. Et tu sais, tantôt, je parlais d'authenticité, de vulnérabilité, et je pense que la Fondation Jean Bombardier en est un bon exemple. Il n'y a pas personne, je pense, à la Fondation
qui ne sera pas heureuse si vous les appelez parce que vous avez besoin d'un coup de main qui n'est pas exclusivement financier. Donc, vous dire, en ce moment, je frappe un mur, avez-vous des idées? Je ne sais plus comment démêler tel nœud avec mon conseil d'administration, dans mes stratégies de notaire. Une grande richesse de cette fondation-là, ce n'est pas pour en faire une auto-promo, c'est qu'ils ont un carrefour de connaissances, une base de connaissances qui est extrêmement riche. Donc, probablement qu'ils n'ont pas toutes les réponses, mais clairement qui connaissent la personne qui va être capable de vous fournir la réponse. Donc, dans ce moment-là, en termes de fondation subventionnaire, ben, ils jouent un rôle qui va plus loin qu'uniquement attribuer des fonds. Donc, ça, je pense que c'est à garder en tête. Je retourne au Q&A, puis après ça, j'irai dans le chat là, parce que je vois que ça rentre tout azimut. Madame Laflamme, donc concernant la mutualisation, est-il possible qu'elle puisse faire fuir certains donateurs qui pourraient penser que plus gros signifie plus de dépenses et de frais administratifs, par exemple? Oui, c'est possible. Votre question est tout à fait légitime. La mutualisation, elle doit être bien expliquée. À titre d'exemple, moi, quand je suis arrivé à la Fondation REA, qui est la Fondation de l'Institut universitaire sur la déficience physique à Montréal, on a fusionné 3 fondations. On ne peut pas, puis même la fusion de fondations, on va dire, ben, il y a une partie de donateur qui va dire, hey, parfait, vous avez fusionné, vous avez pris la bonne décision. Il y a une partie de donateur qui va faire, ouais, mais moi, j'aimais uniquement ce créneau-là qui était bien maintenu par telle fondation. J'ai l'impression que ça va être noyé là-dedans. Comment je peux m'assurer que mon don a encore un impact dans ce que vous avez créé d'un peu trop gros? Vous allez avoir ça. Vous allez probablement avoir des gens qui vont dire, ben, la mutualisation, c'est juste que vous vous mettez en commun, mais si vous mettez en commun, oui, vos actifs augmentent, mais vos frais administratifs augmentent. Donc, vous allez probablement avoir tout ça, je vous dirais. C'est important de le préparer en termes de communication. Si j'ai appris une leçon et plusieurs organismes qui ont fusionné, là, Fondation Santé urbaine à Montréal, là, qui est l'hôpital Notre-Dame de Verdun, C3S Jeanne-Mance et CHSLD, etc. Donc, ils ont expliqué leur fusion, leur évolution au fil du temps. C'est devenu une fondation très, très large dans le sud, centre-sud. Il faut prendre le temps d'expliquer à nos donateurs pourquoi on le fait. Les bénéfices qu'on espère en retirer, évidemment. Donc, je disais, ben, quand on a fusionné 3 fondations, ben, premièrement, oui, il y a eu moins de staff à terme qui était nécessaire. Là, on avait 3 adjointes administratives, 3 femmes merveilleuses et 3 professionnelles merveilleuses, mais on n'avait pas à terme besoin de 3 personnes. Donc, on a pu engager en développement philanthropique, bon, à différents postes. Ça nous a permis de revoir un peu notre rôle. Donc, de se dire, ben, on va juste être plus pertinent dans notre utilisation financière. Notre but n'est pas d'additionner des budgets de dépenses et d'additionner aussi, bon, évidemment, nos budgets de revenus. Bien, ça, on le souhaite à terme, évidemment, mais c'est d'être juste plus pertinent, plus à l'écoute de nos chiffres, évidemment, à l'écoute des donateurs. Donc, remettez-le en contexte si jamais vous allez vers ça. Et la mutualisation, bien, elle peut se faire, comme je disais, à différentes étapes. Je ne suis pas un évangélisateur de fusion. C'est pas ça que je veux vous tenir aujourd'hui, même si j'en ai parlé un peu. Mais commencez à regarder si des fois, il y a des choses que vous ne pouvez pas partager avec d'autres organisations, des ressources, des locaux. Puis pensez aussi à vos locaux. Là, ça reste une charge extrêmement importante dans les locaux pour les fondations quand ils ne sont pas hébergés par l'organisme récipiendaire. Là. Bon, Fondation REA, ben, il y avait un local qui était offert gratuitement, par exemple, à l'Institut d'adaptation, mais la Fondation du CHUM n'est pas dans les bureaux du CHUM. Hein, elle est ailleurs sur McGill. Donc, c'est une charge financière. Et dans tout ce contexte-là où le télétravail vient s'ancrer dans nos mœurs, puis avec des bonnes, des moins bonnes pratiques, est-ce que vous avez besoin encore de temps, de pieds carrés? Est-ce que vous pourrez réduire vos charges? Est-ce que vous les partagez avec un autre organisme en se disant, ben, on ne sera jamais tout le monde ensemble au même endroit? Peut-être qu'on peut partager tout ça. Donc, ça, c'est une piste. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Ben, quelqu'un a modéré dans le chat et m'a dit que ça s'était modéré. Donc, voilà. Je vais juste retourner voir dans le chat. J'ai vu plusieurs informations passer. Renouvellement de contrat pris en décembre par le conseil d'administration. Excusez-moi, je lis puis j'essaie de ne pas tout lire ça. Donc, il semble avoir eu des décisions là, en termes de financement Centraide de ce côté-là, ce qui est toujours un peu fragile avec Centraide, évidemment, là, c'est qu'ils ne peuvent pas soutenir tout le monde, donc évidemment, de renoncer à certains. Et pour plusieurs, ben, ceux qui bénéficient de Centraide, ben, si Centraide n'existe pas, leur cause n'existe plus. Là. Je vais la lire plus tranquillement, puis si on a besoin de faire un suivi, on le fera par la suite à tout ça. Donc, parfait, cette question-là avait été répondue. Oui, la Fondation me paie cher pour faire des compliments. Suggestion de base de données. Donc, j'ai parlé tantôt de Donor Perfect. J'ai parlé de ProDon.
don qui est encore géré au Québec. C'est un produit à la base qui est québécois. Il existe Razor's Edge, qui est fait par Blackbaud, mais qui est une base de données, là, je vous dirais, c'est comme la Cadillac, mais qui vient aussi avec le prix. Il existe également Dona, qui est fabriqué par Cib Solutions, donc un produit de Sherbrooke qui peut être super intéressant. Il existe Yapla, je ne sais plus si ça s'appelle encore comme ça. Sinon, juste pour capter vos dons en ligne, il y a Simplic, là, qui est super intéressant, qui est un formulaire qui fait en sorte que vous recevez 100% des dons. On demande plutôt aux donateurs de venir couvrir les frais administratifs. Pas les frais administratifs, mais les frais de carte de crédit puis de la plateforme. Donc, vous recevez 100% des dons, mais ce n'est pas un CRM ou une base de données en soi. Là, ça devient plus une porte d'entrée. Donc, il y en existe quand même quelques-unes. N'hésitez pas. Marie vient de vendre mon courriel dans le chat à la demande de quelqu'un d'autre. Donc, vous l'avez là, Delantaigne@BNP Performance. Sinon, à la dernière slide du document PowerPoint que vous allez avoir, vous allez pouvoir également donc, obtenir tout ça. Vous avez aussi mon courriel de l'Université de Montréal, donc n'hésitez pas là, si vous avez besoin de me joindre. Alors oui, effectivement, la Maison-Blanche, elle est toujours là. Alors, pas d'inquiétude, très content de dire ça, M. Fortin. Alors, écoutez, je suis encore disponible s'il y a d'autres questions qui rentrent. Sinon, je veux vraiment vous remercier parce que ce n'est pas évident en ce moment. Moi, en tout cas, si j'acceptais toutes les conférences, tous les webinaires, tous les Zooms, je pourrais passer franchement 40 heures par semaine à écouter des webinaires et des Zooms. Donc, je vous remercie d'avoir accepté celui-là, de vous être investi dans ce temps-là. On dirait qu'en ce moment, on est vraiment à deux pôles. C'est soit qu'on n'a rien à faire ou on n'a pas nécessairement d'emploi, ou soit on est dans le jus comme ce n'est pas possible. Alors, merci d'avoir pris ce temps d'arrêt-là. Tant mieux si ça vous a peut-être amené 2-3 points d'interrogation. C'est un peu ça le but. Ce n'est pas de vous vendre ce que je pense, mais plutôt d'initier une certaine forme de réflexion. Alors, Aude, tu réapparais. Je te laisse la parole. Je vois il ne semble plus avoir de questions qui rentrent, donc n'hésite pas, là, Aude, ou sinon, vous avez accès à tout ce contenu-là là, par la suite. Merci à tout le monde. Comme Daniel le disait, merci d'avoir été là. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, puis le temps est précieux. Merci à Daniel aussi d'avoir accepté là, de partager ses réflexions sur le sujet. Je vous invite à... Marie a mis le lien dans le chat, puis vous allez le recevoir par courriel de toute façon sur l'évaluation. On fait toujours un petit sondage après chaque atelier. Gênez-vous pas, hein, lorsqu'il y a des... Si, on le sait, là, des fois, on participe à un webinaire, puis il y a plein de questions qui émergent après. Gênez-vous pas s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on approfondisse ou quoi que ce soit. On est toujours ouvert à vos suggestions. Ça nous permet de nourrir la suite des choses. On avait entamé au début de la pandémie des jasettes pour les DG. Puis on a pris une petite pause, le temps de laisser aux gens le temps d'absorber la rentrée puis tout ce qui vient avec. Mais évidemment, c'est quelque chose qui nous trotte en tête. Donc, s'il y a des sujets au-delà du financement aussi là, qui vous turlupinent. On ne t'entend plus, Aude, tu es revenu sur mute tout doucement. Je m'excuse. Après turlupine, tu as fini sur un high, tu as fini sur turlupine. C'est mon chat qui a pesé, désolé. C'est mon adjointe à temps plein depuis le début de la pandémie. Donc, si ça vous turlupine, n'hésitez pas à nous les partager. Puis nous, on va en tenir compte dans la programmation que nous sommes en train de monter pour l'hiver.